plutôt sur le côté microscopie. Alors, on va pas faire vraiment d'optique de manière sérieuse. Hein. De toute façon, c'est pas mon job non plus. Et c'est pas le but du cours, ça prendrait trop de temps. Parce que le but dans ce cours, c'est plutôt vous faire approcher un peu les différentes méthodes de microscopie existantes. Donc aujourd'hui, un cours un petit peu sur le côté vraiment sur les microscopes. Et on parlera aussi de fluorescence, qui est vraiment un peu le cœur hein, de ce cours, hein, puisque la majorité des expériences un peu, enfin, je veux dire, avancées hein, en biologie, en imagerie, sont faites en utilisant de la fluorescence. Bien sûr, on fait de l'observation de... oui, oui, ouais, ben là écoutez, vous allez suivre déjà avec ça. Et puis, je vous mettrai le PowerPoint juste après. Et la prochaine fois, par contre, effectivement, je ne mettrai jamais le PowerPoint hein, un peu à l'avance. Donc, écoutez, bon, je peux vous le mettre, mais là, on va perdre du temps. Hein, honnêtement, je peux le faire, mais c'est pas peut-être le plus intelligent, je pense. Mais bon. Je vous rappelle, hein, les enfants, que c'est pas un droit particulier hein, d'avoir les PowerPoint à l'avance. Hein. Il n'y a que depuis 3 ans que c'est en train de se démocratiser, mais à l'origine, il faut suivre les cours. Comme ça, donc, attendez. Hein. Voilà, normalement, vous l'avez là. OK. Je voulais vraiment la voir, vous suivre. Voilà. OK. Donc, OK. Donc, tout ça pour dire, oui, ce que je vous disais, voilà, bien sûr, on utilise des microscopes classiques, hein, ce qu'on appelle la transmission, hein, pour juste observer des échantillons qui ont été soit non marqués, enfin, vraiment naturels, et souvent en partie transparents, soit qui ont subi des colorations simples. On va regarder simplement la lumière qui passe à travers, mais de nos jours, hein, comme je vous disais, on utilise surtout la microscopie pour faire vraiment des mesures avancées, je dirais. Donc bon, et donc on va parler de ça aujourd'hui. Alors, donc voilà, le but de la microscopie, hein, pour la généralité vraiment, c'est que voilà, ça correspond à ces différents points. Le but d'un microscope, c'est de rendre les détails d'un objet donc de petite taille microscopique visible à l'œil humain, ou si vous avez un système d'acquisition hein, d'images branché sur votre microscope, donc au niveau d'une caméra, et après retransmis sur un écran. Donc le but, à part cela, ça va être vraiment de pouvoir séparer les détails de l'image. Donc il va falloir agrandir l'objet, mais il va falloir surtout être capable de pouvoir détecter les détails au sein de cet objet. Et donc ça se fait en général par une détection hein, d'un signal lumineux, c'est-à-dire de la lumière qui va être soit qui va passer à travers un échantillon, soit qui va être en fait émise par l'échantillon lui-même. Et ensuite, voilà, le but, comme je disais, c'est de produire une image agrandie hein, de votre objet observé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base. Donc, comme je vous disais, un objet il n'est observable seulement que par la lumière qui va émaner de cet objet. Hein. Donc, on va avoir d'abord une source lumineuse, ça va être la première partie d'un microscope. Hein. Donc, soit elle va être diffuse, donc ça, c'est les lampes classiques, hein, ou même les diodes, même si c'est voilà, un peu plus euh, cohérent comme lumière, ou sinon, on a vraiment ce qu'on appelle les lumières de type cohérente, comme les lasers, qui vont pouvoir être utilisées parce qu'elles ont l'avantage d'avoir une lumière qui est extrêmement focalisée, hein, directionnelle, et qui va pouvoir avoir une illumination extrêmement localisée de votre échantillon. Donc ça, on va reparler de ça, vous inquiétez pas. Donc soit une lampe, soit un laser comme source lumineuse. Donc ça pourrait être quelque chose qui est monochromatique, qui correspondra vraiment à une couleur particulière, c'est le cas souvent des lasers, ou quelque chose qui sera vraiment, qui couvrira tout le spectre de couleurs, donc ça correspondra à quelque chose de lumière plutôt blanche.
Donc cette lumière, hein, elle va pouvoir traverser l'échantillon donc en ligne droite en général. Et donc, à partir de là, elle va être soit réfractée. Alors là, quand on ne parle pas de fluorescence, hein, là c'est quand on est sur la lumière une image qui va être générée par la lumière qui passe à travers un objet. Donc cette lumière, elle va arriver en ligne droite et puis elle va pouvoir être réfractée ou réfléchie. Elle va subir certaines modifications dues à la physique de l'objet qui va permettre en fait de pouvoir. Enfin, c'est vraiment ça qui va pouvoir vraiment créer une image. Soit deuxième cas, c'est de la fluorescence, où là c'est différent, puisque c'est vraiment l'objet, le spécimen lui-même, enfin plutôt les fluorophores, hein, les molécules fluorescentes qui composent cet objet, qui vont, elles, après excitation, émettre de la lumière. D'accord? Donc c'est cette lumière-là qui sera utilisée. Donc il faut bien voir la différence entre les deux. Donc à partir de là, ce qu'on peut déduire, hein, c'est que voilà, un microscope, ça va être composé toujours de deux parties, l'illumination qui va venir interagir avec l'objet, et ensuite ce qui va résulter de cette interaction, qui va pouvoir être détecté donc par un microscope. Et donc ça va passer par un système, enfin toujours par un objectif qui va capter cette lumière et qui va pouvoir donc à partir de là, par un système de lentilles, agrandir, et selon des règles de l'optique, le spécimen dans une image qui sera donc magnifiée, comme on dit. Donc, ce qui est intéressant, c'est de discuter un peu ce que c'est que la lumière, la définition de la lumière à l'origine. Comme vous avez compris, c'est la base de tout en microscopie. Donc, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs évolutions dans la manière dont on perçoit, on a expliqué la lumière. Au début, ça a commencé. Il y avait deux écoles qui se sont un petit peu opposées sur la nature de la lumière. On avait l'école un petit peu de Euler, qui la décrivait comme une forme plutôt ondulatoire. Et puis, de l'autre côté, on avait Newton, les gens comme Newton, qui proposaient que la lumière était en fait un ensemble de particules. Et en fait, par la suite, on s'est rendu compte, par les travaux par exemple d'Albert Einstein, que c'est plutôt cette seconde définition qui était la vraie, dans le sens où Albert Einstein a été celui qui a décrit et qui a nommé, je dirais, le premier, la particule de lumière, ce qu'on appelle le photon. Et puis ensuite, c'est en 1927 aussi, en parallèle, que Niels Bohr a proposé aussi, il a un peu allié un petit peu les deux définitions et il a défini la lumière comme étant quelque chose qui était à la fois une onde et en même temps une particule. Et pour finir avec le côté un petit peu théorique des choses, enfin historique des choses, je dirais plutôt, en 1965, on a une personne qui s'appelle James Maxwell qui a enfin fini de formuler la théorie des ondes électromagnétiques générales dont la lumière fait partie. Donc à partir de là, si on part de cette hypothèse, enfin de cette description, cette dernière description, donc la lumière est une onde électromagnétique, comme il en existe d'autres en fait, qui va être caractérisée donc principalement, donc ça va être une onde qui va se déplacer, comme vous voyez ici à gauche, dans une direction précise, pas forcément déterminée, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'elle est en fait, elle va se diriger perpendiculairement à donc deux vibrations, je dirais, de deux vecteurs de champ, qui sont soit un champ magnétique, qu'on a représenté en bleu ici, qu'on appelle B, ou un champ électrique, on visualise en rouge, qui est E. Et en fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux champs magnétiques ils oscillent de la même manière, et ils sont mutuellement perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Donc ils vont vibrer, comme je disais, tous les deux en phase, et donc sous forme d'une onde comme ça, vous voyez, d'onde sinusoïdale. Et donc, non seulement ils sont perpendiculaires entre eux, comme vous voyez, mais en plus ils sont perpendiculaires à la direction de propagation donc, de la lumière. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va appeler à partir de là, donc vous voyez, vous avez cette vibration, et cette vibration, en fait, ces deux ondes que vous voyez, électromagnétiques et magnétiques et électriques, vont pouvoir vibrer à des vitesses différentes, avec des amplitudes et des phases différentes. Et donc, on va définir un paramètre qu'on appelle lambda, qui est la longueur d'onde, qui correspond donc aux deux points les plus distants, mais similaires, à amplitude similaire, au niveau de ces deux ondes. Alors, comme elles sont, donc, comme je disais, en phase, la longueur d'onde va être, cette distance entre ces deux points va être égale, que ce soit dans le champ magnétique ou dans le champ électrique. En tout cas, cette longueur d'onde, elle va être exprimée en général soit en fréquence, en hertz, soit en mètres, en fait. Et donc, à part cela, donc c'est cette variation de longueur d'onde qui, alors, dans certains cas,
comme dans le cas de la lumière, justement, va être de l'ordre, on va dire, du nanomètre, et qui va définir en fait tout simplement la couleur de votre lumière. Donc voilà, parmi toutes les possibilités de, de, de longueur d'onde, hein, d'ondes électromagnétiques, la lumière, elle, va opérer seulement dans, c'est ce que vous pouvez voir ici, donc dans une certaine fenêtre de valeur. Et donc, voilà, au sein de cette valeur, on va avoir toutes les longueurs d'onde du visible. Et donc, vous imaginez à partir de là que la différence de phase qu'il va avoir, qui va générer des différentes valeurs de lambda, hein, va être plus faible. Donc, on va avoir des phases plus faibles, hein, une oscillation plus rapide dans le cas des couleurs qui vont être plutôt dans le violet, et avec des variations, enfin, une phase plus longue dans le cas des couleurs cils rouges. D'accord? Donc, vous voyez, c'est la différence vraiment, hein, de variation de saison qui va nous créer en fait la couleur. Et donc, nous, on sait que nos yeux sont capables de percevoir, ça vous le devez le savoir, entre le violet et le rouge, en passant par le bleu, le cyan, le jaune. Mais dès qu'on sort un petit peu de ce domaine, on arrive à des longueurs d'onde qui ne sont pas percevables par l'œil humain. Celle que vous devez connaître normalement, c'est l'ultraviolet. Hein. Donc, quand on est vraiment à de basses longueurs d'onde, ou l'infrarouge. Hein, donc, à l'inverse, hein, lorsqu'on dépasse par les valeurs supérieures cette fenêtre du visible. Voilà, donc si on parle un petit peu de perception, hein, autant parler un petit peu voilà, de l'œil humain, hein, ce qui nous permet, c'est le premier objet, en fait, enfin, premier outil qui est utilisé par le microscope, le premier composant du microscope, finalement, quel qu'il soit, bah, c'est notre œil. Hein. Bon, ça peut être une caméra, comme on discutait avant, mais partons d'un principe simple, hein, c'est ce que nous, on va percevoir en utilisant un microscope. Donc la perception visuelle sur l'œil humain, elle est permise par deux types de cellules, principalement. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais les principales, c'est les cellules qu'on appelle les cellules cônes. Donc les cellules cônes, c'est elles qui vont en fait justement percevoir ces différences de longueur d'onde et qui vont nous permettre de percevoir la différence de couleur. Et enfin, on va voir les cellules bâtonnets qui, elles, en fait, ne perçoivent pas les couleurs du tout, mais permettent de distinguer les différences d'intensité de lumière. Et donc ça, c'est ce qui va permettre en fait, de percevoir plus facilement les différences donc d'intensité, hein, comme je disais, mais ça va permettre donc de jouer sur le contraste, de percevoir les différences de contraste. Alors ces cellules, elles sont principalement localisées sur une structure qu'on appelle la rétine, qui s'étale au fond de l'œil, hein, et même sur les parties presque supérieures, hein, vous voyez ici. Et donc, la partie antérieure de l'œil, qui va être composée, je veux dire, de la lentille, de l'iris, de la cornée, vont permettre en fait de faire converger, hein, la lumière et donc l'image, hein, vers le fond de l'œil qui est la rétine, et ensuite le message, hein, donc va être ensuite convergé, enfin il va être envoyé ensuite et traité par le cerveau via le nerf optique. Et donc, à partir de là, pour qu'une image puisse être clairement vue, elle doit être le plus étalée, si vous voulez, vous devez avoir le plus de points lumineux qui arrivent sur le fond de votre œil, donc sur votre rétine. Donc, il va être très important, hein, de pouvoir avoir une image avec un angle visuel suffisamment important. Mais en même temps, l'angle visuel le plus important, vous l'avez si vous rapprochez un objet de vos yeux. C'est pour ça que vous voyez mieux. Maintenant, le fait est que si vous le rapprochez trop proche de votre objet, de votre œil, hein, dans ce cas-là, vous allez arriver à on va être incapable, du coup, à partir d'un moment, de pouvoir distinguer les détails comme étant séparés. Ça, c'est dû à la distance, hein, minimum qui existe entre les différents récepteurs au fond de votre œil. À partir d'une certaine distance, l'image ne peut plus être focalisée de manière clairement observable, enfin, et résolue. Donc ça, c'est la notion de résolution. OK. Donc, les premiers microscopes, à partir de là, ils ont commencé à apparaître il y a un peu plus de 500 ans. Hein. Donc, évidemment, les premiers microscopes, c'était tout simplement une sorte de loupe simple qui était à base de lentilles convexes. On discutera un petit peu après des lentilles. Hein. Mais donc, les lentilles convexes, en fait, il faut savoir, voilà, elles sont définies comme convexes parce qu'elles sont plus épaisses au centre que la périphérie, hein, à la différence des lentilles concaves. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que principalement, c'est les lentilles convexes qui sont utilisées dans les microscopes, hein, tout simplement. Après, on peut avoir des lentilles concaves, mais il s'agit plus
de lentilles correctives par rapport à des aberrations créées par les lentilles de base qui sont ces lentilles convexes. D'accord. Donc voilà, il faut garder plutôt, on s'intéressera plutôt aux lentilles convexes, parce qu'on s'intéresse plutôt à la formation de l'image que aux diverses corrections qui sont des éléments plus fins qu'on ne va pas pouvoir aborder aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, donc l'avantage des lentilles concaves, convexes, excusez-moi, c'est qu'elles vont permettre de faire focaliser en fait les rayons lumineux lorsque une lumière touche ce type de lentilles. Donc, on va en général placer un objet entre l'œil, enfin, excusez-moi, non, plutôt on va placer une lentille entre l'objet et l'œil, hein, et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle va être perçue, cette lumière, en général, on va faire en sorte que l'objet est placé à une distance qui est supérieure donc de la distance focale de la lentille, ce qui va permettre en fait de créer une image donc virtuelle. Donc l'étalement de cet objet sur votre rétine va permettre d'obtenir une image virtuelle donc, de votre objet. Donc virtuelle tout simplement parce que l'image se forme en fait du même côté que l'objet lui-même. D'accord. Donc dans ce cas-là, ça va vous donner l'impression, hein, c'est ce qui fait l'impression que vous avez quand vous avez une loupe, que vous avez une image qui flotte un petit peu devant vos yeux. Hein. Donc c'est cette image virtuelle qui ne peut pas être en fait captée hein, à l'origine sur un film. Donc il faut savoir que le premier type de microscope qui ont été créés comme ça, de ce genre de loupe, hein, ont été principalement, enfin ils ont connu un peu leur apogée au début des années 1600 grâce à un homme qui est Anton von Leeuwenhoek et qui est un néerlandais en fait, et qui a été le premier à construire ce microscope. Alors ce microscope, hein, c'est vraiment, oui, hein, ça ne ressemble pas vraiment à un microscope actuel, hein, on ne peut pas dire ça, mais qui lui a permis quand même d'être le premier à pouvoir observer même des cellules animales en fait. Et à cette époque, il faut savoir qu'il avait même appelé ça un animalcule. Alors, un animalcule à l'époque, ça consistait en tout ce qui pouvait être objet, enfin, organisme vivant de petite taille, c'est-à-dire bactéries, champignons ou des tout petits animaux. Donc bon, comme je vous disais, ce qui est important pour comprendre comment marche un microscope, hein, c'est comprendre un petit peu comment fonctionne une lentille. Donc, les lentilles, c'est donc les éléments de base du microscope. On va avoir, comme je vous disais, deux types de lentilles. Des lentilles qui vont être convexes, qui vont être plutôt divergentes, et, excuse-moi, concaves, qui vont être divergentes, mais surtout celles qui nous intéressent, c'est les lentilles convexes, qui sont, elles, des lentilles donc convergentes. Donc, c'est ces lentilles convergentes qui vont permettre de focaliser hein, un faisceau de rayons qui vont être parallèles à une distance donnée, grâce à la distance focale de la lentille. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer hein on va partir du principe que la lumière voyage en ligne droite. Alors ça, c'est ce que nous dit la géométrie optique, hein, qui est une sorte d'approximation de la géométrie ondulatoire dont on parlait avant, qui permettait de décrire un petit peu le côté, le comportement hein, d'une onde ondulatoire, enfin d'une onde électromagnétique telle que la lumière. Donc lorsqu'on sait que cette lumière va arriver en ligne droite et va frapper en fait un objet, quand il va frapper la lentille par exemple, cette lumière va pouvoir être courbée. Donc c'est ce qu'on va voir ici, hein, courbée, on peut l'observer ici, hein, où on dit aussi réfractée, selon un angle qui va être donc différent de l'angle à laquelle la lumière va frapper cet objet, et qu'on appelle donc, cet angle qui est en fait dépendant d'un indice qu'on appelle l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, on va le définir à l'origine comme en fait le ratio entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans un milieu donné. Donc à partir de là, vous imaginez, étant donné que la vitesse est maximum de la lumière et maximum dans le vide, on aura toujours un indice de réfraction qui sera supérieur à 1, forcément. Donc quand la lumière arrive avec un angle autre que 90 degrés hein, et passe d'un milieu qui sera moins dense, comme par exemple l'air, du coup, vers un milieu qui sera plus dense, comme le verre de la lentille, dans ce cas-là, hein, les rayons vont être courbés vers, ce qu'on voit ici, vers la perpendiculaire, en fait. Donc, d'accord, le plan de l'objet qui va être frappé par la lumière. Donc ça va permettre forcément d'avoir un effet de convergence des rayons lumineux hein, lorsque ça passe à travers cet objet.
Donc, on va ainsi pouvoir définir un indice relatif de réfraction, en fait, ici, qui va dépendre, donc on va appeler NR, hein, qui va être le produit des sinus de l'angle d'arrivée sur l'angle réfracté, qui va en fait être égal au rapport des deux indices donc, de réfraction dont j'ai parlé avant. Donc le premier indice du premier milieu, enfin du milieu d'arrivée sur l'indice de réfraction du milieu dans lequel la lumière se déplace à l'origine. Maintenant, il faut savoir qu'il existe un angle critique. Donc la lumière ne peut pas toujours passer et être réfractée à l'intérieur d'un objet. Il existe un angle critique pour lequel la lumière ne sera plus réfractée, mais réfléchie. Et ce qui va, à ce moment-là, empêcher sa propagation. Donc la lumière ne peut pas toujours pénétrer. L'entièreté de la lumière qui va frapper un objet ne va pas totalement pénétrer à travers cet objet, mais une partie va donc être réfléchie. Et donc c'est cet angle réfléchi, qu'on appelle un angle critique, donc, qu'on va appeler ici θ limite, va être égal en fait à l'arc sinus donc D du rapport N1 sur N2. Il faut aussi garder en tête, là même si ce n'est pas exprimé ici, qu'il y a une dépendance en fait de la longueur d'onde, donc de la couleur, sur la capacité de réfraction de la lumière. Et donc ça, justement, ça va pouvoir avoir un rôle négatif dans la formation de l'image parce que si une lumière est composée de différentes couleurs, elle va pouvoir, enfin, chacune de ces couleurs ne va pas pouvoir passer à l'intérieur de la lentille selon le même angle. Et ça va pouvoir créer des fois des aberrations, ce qu'on appelle des aberrations chromatiques, j'en parlerai après, qui vont avoir un effet négatif sur la formation donc, de l'image. Donc voilà, ça peut être une source d'erreur en fait de la formation de l'image. Il y a une autre raison que je vous montrerai après. Donc maintenant, on en vient un peu à parler de ce qui va être un microscope composé. C'est quoi un microscope composé? Je vous montrer le microscope le plus simple qu'on peut avoir, c'est une loupe, tout simplement. Là, on va parler des microscopes composés, qui sont les microscopes qu'on utilise en général, donc plus en laboratoire, le microscope de base en laboratoire. Donc finalement, c'est le microscope vraiment au sens moderne du terme, qui est la forme qu'on peut décrire la plus simple d'un microscope. Donc en fait, il va être constitué d'un objectif simple et d'un autre second objectif qu'on va trouver au niveau de l'oculaire. D'accord? Donc c'est-à-dire l'endroit où vous posez votre œil. Donc les deux, en fait, ces deux lentilles sont des lentilles qui sont convergentes. Et donc ces deux lentilles vont former une image très agrandie de l'objet qui vont vous permettre donc du coup d'observer donc ces détails. Enfin, ça c'est le but de votre microscope. Donc en fait, ça c'est le schéma optique. Je veux dire, on ne va pas trop faire d'optique aujourd'hui, mais c'est le schéma le plus simple qui permet d'expliquer comment marche ce type de microscope. Donc si on a un objet, par exemple, donc AB, qu'on va placer en fait après le plan focal de votre objectif. Donc dans ce cas-là, la lentille de l'objectif va créer en fait un premier objet, donc on va appeler A1B1 ici, et qui va être en fait une image réelle. Une image réelle, pourquoi c'est un objet réel? Parce que je vous ai dit, un objet virtuel, c'est un objet, une image virtuelle, c'est une image qui va être du même côté que l'objet par rapport à l'objectif. Là, on est bien sûr, comme vous voyez, formation d'un objet A1B1 de l'autre côté, sur l'autre côté de votre objectif, donc c'est une image réelle. Et par contre, cette image ici, cet objet A1B1, il va être aussi perçu par le second objectif contenu dans votre oculaire, qui lui, à ce moment-là, va permettre la création d'un objet qui sera virtuel par rapport à l'objet d'origine, qui va être donc, on va appeler A2B2, et qui lui sera encore plus agrandi. Donc, excusez-moi. Donc, il va être encore plus agrandi par rapport à l'image intermédiaire A1B1. Il faut aussi garder en tête, bon ça je n'ai pas explicité, mais que par contre, il est nécessaire que votre objet AB soit bien placé en dehors du plan focal pour pouvoir être ensuite, afin de permettre la création d'un objet, que ce soit une image intermédiaire ou une image virtuelle à la fin, car si vous placez votre objet sur, par contre, le plan focal de votre objectif, dans ce cas-là, donc vous ne pouvez pas focaliser en fait votre objet, donc vous ne pouvez pas percevoir votre objet.
D'accord? Donc, il faut toujours garder en tête que votre objet AB doit être placé à une certaine distance de votre objectif, hein, et pas sur le plan focal de votre objectif. Donc, à part cela, un objet, enfin, un microscope comme ça composé, si je regarde un peu plus, enfin, je représente aussi sur cette image ici. Comme je le dis, ça va être donc deux objectifs. Et donc, on va avoir forcément, hein, comme je l'ai dit, vous avez deux systèmes conséquents consécutifs d'agrandissement. Et donc, vous aurez toujours, hein, vous regardez ça sur n'importe quel microscope, vous aurez toujours deux valeurs de multiplication qui vont intervenir. La première, c'est l'agrandissement obtenu par l'objectif. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser un objectif donc x40. On peut, alors là, je ne vais pas vous faire un cours sur les objectifs, mais on a vraiment différents types de tailles, enfin de magnification qu'on peut observer pour obtenir pour des objectifs, hein, de x10 jusqu'à x100. Et ensuite, on va avoir un second agrandissement qui va se faire par l'oculaire, l'objectif de l'oculaire dont je vous parlais juste après, qui va permettre de créer cette image virtuelle. Et dans ce cas-là, ça va ajouter un autre facteur de multiplication, de magnification, d'agrandissement. Et donc, du coup, en général, vous allez... attendez, hop, voilà. L'agrandissement total, hein, va être constitué de l'addition, enfin, ou la multiplication des deux facteurs. Donc, par exemple, x40 et x10, ça vous permet d'obtenir un agrandissement total de votre image de 400. Alors, il faut savoir qu'il y a une magnification limite, hein, un agrandissement limite qu'on peut obtenir en optique, qui est la limite théorique, c'est de 1000x. En fait, on considère qu'il n'y a aucun système optique qui permet d'aller plus loin qu'un agrandissement de 1000x. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, agrandir, ce n'est pas le problème, vous pouvez aller peut-être plus loin, mais votre image ne va pas gagner en détail, en résolution. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est que la magnification, l'agrandissement que vous observez par un microscope, le but n'est pas seulement de présenter votre objet comme étant gros. Vous voulez aussi percevoir des détails qui ne seraient pas percevables à l'œil nu. Et c'est il y a cette limite qui fait qu'au-dessus de 1000, vous ne pouvez pas percevoir une meilleure, de manière plus fine, les détails. Donc voilà, alors pour finir avec le côté vraiment global, hein, du microscope composé et vraiment les différentes parties, hein, importantes. Ça, c'est donc un microscope classique. Hein, il y a des microscopes beaucoup plus complexes, mais ça, c'est un petit peu le microscope que vous observerez en laboratoire de base, hein, qui pourrait être aussi un microscope à fluorescence, hein, attention. Mais là, c'est la version la plus simple pour faire la mesure par transmission, hein, donc transmission de lumière à travers un échantillon. Donc, on va avoir, finalement, c'est ce que je vous disais avant, il y a une partie qui va être dédiée à l'illumination et l'autre, en fait, à la détection. Donc, on va avoir tout d'abord toujours une source lumineuse, qui va par exemple être un laser, en général ce sera plutôt un laser ou ça pourrait être des diodes. Excusez-moi, pas laser, je vais dire une lampe. Une lampe ou des diodes. Alors après, les lasers, c'est particulier, hein, aussi. Ça ne va pas être aussi simple que brancher un petit boîtier dans le dos de votre microscope. Hein. Ça fait appel à des machines beaucoup plus importantes, enfin de taille beaucoup plus importante, et la lumière est passée en fait par des câbles, par des fibres optiques. Mais bon, si on parle là d'un microscope à transmission simple, on va avoir une lampe comme ça. Et puis ensuite, la lumière va être acheminée dans le corps du microscope, hein, jusqu'à ce qu'on appelle un condenseur. Et le condenseur va permettre justement de focaliser la lumière sur votre échantillon. Donc, on va avoir une première série de lentilles finalement. Alors, j'en ai pas parlé avant parce que tout à l'heure, on parlait de la détection, des lentilles nécessaires pour la détection. Donc, mais là, on va avoir nécessité aussi pour la source, la détection de l'échantillon, excusez-moi, du spécimen. Mais pour la lumière, on va être obligé aussi d'aller focaliser la lumière grâce à ce condensateur, hein, pour vraiment essayer d'éclairer au maximum votre échantillon. Et ensuite, une fois que cette lumière a frappé votre échantillon, que la lumière, qu'on verra plus tard, va être en fait diffractée par votre échantillon, hein, va être modifiée par l'interaction avec l'échantillon, et bien du coup, cette lumière résultante va être captée par votre objectif, qui lui, hein, va être renvoyé, alors soit un système d'oculaire ici, soit un système de caméra. Mais si on parle un petit peu de l'oculaire ici, on va arriver, hein, justement à la lentille de l'oculaire, hein, qui va vous permettre donc d'obtenir le deuxième type d'agrandissement dont je vous parlais précédemment. Et donc, une cette
cette lentille de l'oculaire, elle va être perçue par vos yeux, hein, comme je vous disais, par la formation d'une image virtuelle qui aura l'impression de flotter, hein, grosso modo, devant vos yeux à peu près 20 cm de longueur, enfin de distance. Donc sinon, il faut savoir, hein, à noter que de nombreux microscopes de recherche vont aussi contenir différents types de dispositifs dans la partie, hein, entre la lumière et le condenseur, qui vont permettre de traiter la lumière et qui vont permettre d'obtenir différents types d'illumination. On va voir ça juste après, qui permettent des détections d'aspects assez spécifiques, qui vont permettre de jouer sur le contraste en fonction de la fréquence spatiale, de la phase, de la polarisation. Mais aussi, on va pouvoir avoir après l'objectif ici, aussi des systèmes, hein, de modification de la lumière qui vont, par exemple, lorsque vous faites de la fluorescence, vous allez pouvoir placer des filtres après votre objectif pour filtrer la lumière selon des longueurs d'onde particulières. Donc, on a tout un tas d'appareils. Donc, on va en parler de certains spécifiquement à des moments, hein, mais voilà, il faut savoir qu'il y a différentes modifications du trajet lumineux qui peuvent être ajoutées voilà, entre le condenseur et l'objectif, enfin, avant le condenseur et après l'objectif. Il faut savoir aussi, hein, que très souvent, on va pouvoir avoir, hop là, oui, j'ai une petite anime, mais bon. On va pouvoir avoir aussi dans la partie inférieure du tube. Donc le tube, en fait, c'est la partie entre l'objectif et l'oculaire. Donc vous voyez, là, c'est pas vraiment, là, ça tourne, hein, donc c'est pas forcément un tube droit tout le temps, mais c'est cette partie-là ou cette partie-là. Donc, on va pouvoir avoir aussi un système dit corrigé à l'infini, qui va constituer en fait en une lentille. Donc, on a une troisième lentille en fait, qui peut être utilisée et qui va permettre de capter les rayons, un rayon parallèle de lumière émergeant de l'objectif et le faire converger sur le plan fixe du diaphragme de l'oculaire. Donc, et enfin, donc, il faut savoir qu'on a aussi, pour terminer, hein, la plupart des microscopes sont des microscopes droits, enfin beaucoup de microscopes sont des microscopes droits, mais il faut savoir qu'il existe aussi des microscopes qui sont inversés. Donc dans ce cas-là, hein, il faut savoir, oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez aussi sur un microscope une table, hein, et ça, je pense que vous avez tous déjà vu ça. Hein. Donc un microscope en général va utiliser une table sur laquelle va être posé, on appelle ça un stage en anglais, donc, mais va être posé votre échantillon, votre lame, et donc en général, on va pouvoir bouger ce stage, cette table, afin de pouvoir voilà, varier la position de l'échantillon par rapport à l'objectif. Alors, dans les microscopes inversés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, la table est plutôt, ne va pas bouger, va être fixée, hein, et c'est en fait l'objectif qui va pouvoir être bougé par rapport à cette table pour pouvoir faire varier donc la position de l'objectif par rapport au spécimen. Donc maintenant, si on parle on va parler particulièrement de deux objets, enfin pour finir avec le côté vraiment technique, donc deux objets importants, deux parties importantes, c'est ce qui permet justement de faire condenser la lumière, donc ce qui va permettre de jouer sur l'illumination de l'échantillon, et l'autre partie qui est importante, c'est l'objectif. Donc si on parle de ce qu'on appelle le condensateur ou le condenseur, c'est donc un objet qui est extrêmement important, qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est extrêmement important dans un microscope, parce que c'est la qualité de l'illumination qui va déterminer votre capacité à pouvoir observer votre objet de manière claire. Il faut comprendre ça, c'est vraiment très important. Donc le condenseur, son but, ça va être de concentrer la lumière sur l'objet. Donc il faut savoir qu'en général, dans certains vieux microscopes ou microscopes d'initiation, donc on n'aura pas forcément de condenseur, hein, on aura un système de miroirs concaves qui vont permettre de faire voilà, focaliser la lumière, mais en général, tout bon microscope qui se respecte a un condenseur. Le but de ce condenseur, c'est de pouvoir vraiment créer une lumière uniforme, comme je vous disais, hein, parce que ça, c'est ça qui va être important pour obtenir une image de bonne qualité. Et en plus, bon, voilà, par cela, un condenseur va être défini par ce qu'on appelle une ouverture numérique. Donc ça, on en parlera, ou une aperture numérique en anglais, enfin, numerical aperture, qui va permettre vraiment de jouer sur sa capacité à pouvoir faire converger justement la lumière sur l'objet. On en parlera un peu plus de l'aperture numérique lorsqu'on parlera de l'objectif, hein, mais c'est la même définition. Et en fait, il faudrait que cette aperture numérique, cette capacité de convergence des rayons lumineux sur l'objet doit être aussi, en fait, très souvent correspondante à celle de votre objectif, directement liée à celle de votre objectif. Donc, qu'est-ce que va faire donc ce condensateur, hein? Comme je l'ai dit, il va permettre de condenser la lumière sur votre objectif.
Donc en général, donc voilà, il y a deux types d'illumination en fait. La première, c'est ce qu'on appelle, enfin de manière donc de faire converger la lumière, c'est ce qu'on appelle l'illumination critique, la première. Dans ce cas-là, c'est la première, enfin c'est la plus simple, qui considérait que le mieux pour obtenir vraiment la meilleure lumière, la plus forte sur l'objectif, c'est directement de la faire converger sur l'objectif, ce qui était logique dans un premier temps. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir donc une lentille au niveau de votre condenseur qui va permettre de, voilà, de faire converger la lumière de votre source directement sur le plan de l'objet. Mais le problème, voilà, le problème qu'on va avoir avec ça, c'est que ça va générer tout un problème d'uniformité en fait de la lumière. Tout simplement parce que vous voyez, bon là on fait une espèce de, c'est une lampe un peu classique, vous voyez, et donc l'idée c'est que enfin, on pourra prendre une lampe à filament, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est plein, c'est pas une lumière qui est homogène, vous êtes d'accord? Un filament, une lampe avec un filament, ça va avoir toute une espèce de variation spatiale au niveau de la force de l'illumination, rien qu'au niveau euh, vraiment du filament de votre lampe, d'accord? Et ça, toutes ces imperfections, on va les retrouver focalisées sur votre échantillon. Donc, s'il y a des variations, vous voyez, on va obtenir une image finalement de l'illumination, une image de la lampe et qui va ne pas être régulière au niveau du plan du spécimen. Donc ça va générer forcément tout un tas d'aberrations. J'irai même plus loin, hein, lorsque vous avez des impuretés, vous voyez, tout simplement sur la partie vert de votre ampoule, ça va pouvoir être perçu directement sur le plan d'échantillon. Donc ça va vraiment avoir un rôle négatif sur la formation de l'image. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'on va utiliser en général un autre type d'illumination. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une méthode qui peut être utilisée pour lorsqu'on utilise des faibles éclairements, par exemple une simple lampe, le soleil, ou lorsque des gens utilisaient tout simplement un miroir pour focaliser aussi la lumière la lumière extérieure ou la lumière, enfin, même la lumière du soleil, des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, mais en fait, bon, c'est beaucoup moins utilisé de nos jours. La manière d'illuminer un objectif la plus connue et la plus utilisée maintenant, c'est ce qu'on appelle l'illumination de Kohler. Donc ça a été introduit donc, par un monsieur, donc Augusto Kohler, qui travaillait donc, avant le XXe siècle, juste à l'aube du XXe siècle, dans la société Zeiss. Et en fait, ça permet vraiment une illumination optimale et homogène du spécimen. Parce que là, l'idée va être différente dans ce cas-là. C'est que, tout simplement, le but, ça va être de faire en sorte, grâce à la lentille en fait, du condensateur, de faire en sorte que la lumière, alors là je vais vous résumer un petit peu les choses, on ne peut pas aller trop en détail, mais l'idée, c'est que l'image en fait de la source va se faire au niveau du diaphragme, donc il y a un diaphragme au niveau du condenseur, et alors qu'elle ne va pas se faire du coup au niveau du spécimen lui-même. Et donc en venant frapper le diaphragme du condenseur et en passant ensuite à travers la lentille du condensateur lui-même, là, en fait, la lumière va passer de manière parallèle, les rayons de lumière venant de votre lampe vont passer parallèle à l'intérieur du spécimen, ce qui va permettre du coup une illumination qui sera qui ne va plus être absolument, comment dire, où l'image donc de votre au niveau de l'échantillon qui va être perçue par l'objectif ne va pas pouvoir être perçue comme telle pour votre lumière, mais en fait, elle va être en fait totalement défocalisée. Pour dire les choses autrement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, je vais réexprimer un petit peu, en fait, l'idée, c'est que l'image en fait, de votre lampe va en fait se former au niveau de la focale de la lentille de votre condensateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si un objet se trouve au niveau de la focale d'une lentille, dans ce cas-là, il va être totalement défocalisé, il ne va pas former d'objet. En fait, c'est ce qui va se passer ici, vous voyez. On ne va pas avoir formation d'objet au niveau, enfin, on va percevoir au niveau du spécimen lui-même, mais ici, la lumière va être défocalisée. Et donc, du coup, ça va faire apparaître la lumière de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus optimale et beaucoup plus homogène au niveau de votre échantillon. Et ça va éviter toute l'apparition d'impuretés qui pourraient contaminer l'image du spécimen qui se trouve au niveau du plan du spécimen. D'accord? Donc, vous n'allez pas ajouter, en fait, sur une méthode classique, vous allez ajouter, si vous faites condenser l'image de la source sur votre spécimen, vous allez créer des objets au niveau de votre échantillon
qui vont être aussi perçus par votre objectif. Ici, l'avantage, c'est que voilà, vous avez totalement défocalisé votre lumière et vous avez quelque chose qui est beaucoup plus diffus, mais beaucoup plus homogène. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'illumination de couleur qui est la plus utilisée pour la plupart des microscopes. Ça nécessite simplement en fait des réglages au niveau donc de la lampe, la distance de la lampe par rapport à la lumière du condenseur, par rapport à la position de votre échantillon et par rapport à la position de l'objectif. Donc ensuite, autre chose sur laquelle vous allez pouvoir jouer en termes d'illumination, qui va permettre d'améliorer votre perception d'objet, c'est les méthodes de contraste. Et les méthodes de contraste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'un microscope donc de base à transmission ne va pas permettre l'obtention de beaucoup de contraste sur des échantillons qui n'auront pas de coloration. Donc, un échantillon coloré va pouvoir, bien sûr, par la couleur ou par une certaine, donc tout simplement, vous allez avoir un obscurcissement de zone qui va vous permettre donc de pouvoir différencier différents endroits, différents points de votre échantillon. Lorsqu'un échantillon est transparent, la lumière va plus facilement passer à travers, il ne va pas vraiment être retenue, il ne va pas vraiment pouvoir interagir avec l'échantillon et proposer une image à la fin. Donc, les échantillons, en fait, voilà, sans coloration transparente, sont souvent un problème pour être observés. Si par exemple vous voulez voir des cellules, tout simplement, des cellules qui n'ont pas été marquées, comme on fait souvent en culture cellulaire, où vous allez regarder à travers un microscope vos cellules en culture, vous allez pouvoir voir comment elles prolifèrent, tout ça, par exemple. Ça va être souvent assez embêtant, parce que vous ne voulez pas colorer vos cellules, vous ne voulez pas les abîmer, c'est des cellules vivantes. Donc, il va falloir trouver un moyen d'arriver à les observer. Et en fait, on va pouvoir jouer en fait, sur ce qu'on appelle le contraste de phase. Et on a deux méthodes principales qui vont permettre ça. La première, donc, justement, c'est une méthode classique de contraste de phase. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la microscopie interférentielle différentielle, ou ce qu'on appelle aussi du Nomarski. Donc pour la première, je vais refaire ça rapidement, ne vous inquiétez pas, mais pour vous donner juste une idée de la manière dont ça marche. Donc la première, le contraste de phase, c'est une technique qui a été développée par un physicien hollandais qui s'appelle Frédéric Zernike, et qui en fait a inventé ça dans les années 30, ce qui lui a valu un prix Nobel dans les années en 1953. Et en fait, l'idée, c'est de transformer donc une différence d'indice de réfraction, c'est-à-dire si votre lumière passe à travers l'échantillon, par exemple, votre spécimen ou pas, en une différence d'intensité. Donc de créer, vous voyez, une différence de couleur, enfin pas d'intensité, mais une différence pas de couleur, mais justement donc d'intensité de lumière qui vous permettent entre un point qui est peu intense et intense de percevoir la différence. Donc normalement, cette différence était faible, mais là, vous allez jouer sur la réfraction pour pouvoir augmenter cette intensité, cette différence d'intensité. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éclairer votre échantillon avec un anneau qui est lumineux, qui va être obtenu en fait en plaçant une plaque, vous voyez, qui va percer d'un anneau comme ça, donc pas totalement percé, mais avec un anneau comme ça, au niveau du condensateur. Et vous allez récupérer la lumière avec un objectif spécial comportant une autre plaque de phase, donc une plaque aussi avec un anneau de la taille de l'image de l'anneau du condensateur par l'objectif. C'est-à-dire que forcément, lorsqu'il va passer, la lumière va passer à travers le condensateur qui a cette plaque qui forme un anneau, ça va former un anneau noir au niveau, au niveau de vos spécimens. Et en fait, vous allez ajouter sur votre objectif une plaque de phase contenant aussi un anneau qui a la même taille que l'image formée donc, de votre anneau par le condensateur sur le spécimen. Et donc ça va créer un déphasage de la lumière en traversant donc votre spécimen. Et donc seule la lumière qui ne va pas être déviée par l'échantillon passera par cet anneau et va se retrouver ainsi en opposition de phase avec la lumière qui, elle, va être diffractée, qui passe dans le reste, en fait, de la plaque de phase. Et donc, ça va permettre l'apparition d'interférences qui vont être destructives au niveau du plan de l'image, ce qui va permettre donc d'observer des variations d'amplitude. Donc ça va correspondre en fait à des variations de l'indice de réfraction de l'échantillon. Et donc ça va créer justement ces différentes intensités qui va faire que voilà, par rapport à, vous voyez ici, par rapport à des échantillons, des cellules qui sont totalement transparentes, on va voir apparaître comme ça
des détails entre le milieu environnant et l'échantillon, enfin les différentes cellules elles-mêmes. On va même pouvoir avoir des différences à l'intérieur des cellules, hein, dues aux différences de réfraction de la lumière à l'intérieur de cette cellule en interaction avec les structures intracellulaires. Donc, la deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle donc le contraste interférentiel ou différentiel, ou ce qu'on appelle du DIC aussi, du Differential Interferential Contrast, ou ce qu'on appelle aussi du Nomarski. Nomarski, tout simplement à cause de la personne, hein, qui a créé donc, ce type de visualisation, hein. Et donc, elle est basée, hein, cette méthode, sur une transformation, encore une fois, des changements d'indice de réfraction dans l'échantillon en un changement d'amplitude lumineuse qui vont être, eux, après, percevables à l'œil. Donc, c'est un petit peu la même idée. On va jouer sur l'indice de réfraction pour arriver à modifier quelque chose dans la perception de l'image. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est quand même un petit peu différent. On va éclairer donc l'échantillon, en fait, avec une lumière qui va être ensuite séparée à l'aide, enfin, en deux polarisations à l'aide d'un prisme qu'on appelle un prisme de Nomarski, ou aussi un prisme de Wollaston modifié, mais bon, gardez en tête, ça s'appelle un prisme de Nomarski. Donc ça va séparer la lumière en deux polarisations différentes. Les deux rayons vont ensuite pouvoir traverser l'échantillon en passant par des chemins qui vont être justement un petit peu différents. Puis ils vont être ensuite recombinés par la suite, à nouveau par un deuxième prisme. C'est parti, un autre deuxième prisme de Nomarski dans la partie supérieure. Et donc les différences qu'il va avoir, hein, entre les différences de polarisation vont subir ces deux rayons à l'intérieur de l'objet, parce qu'ils vont passer de manière un petit peu différente à travers l'objet, va créer encore une fois des interférences, hein, donc qu'on va qualifier soit de destructives, soit de constructives, et qui vont en fait pouvoir du coup révéler, hein, des différences donc, de structure à l'intérieur de l'objet. Comme dans les cellules, hein, ça permet voilà, de voir des différences au niveau de membranes, hein, typiquement à l'intérieur des cellules, enfin autour des cellules. Donc vous allez pouvoir voir la membrane plasmide, mais on peut même arriver à voir des différences au niveau de membranes intracellulaires, telles que mitochondries, réticulum et tout ça. Et donc, encore une fois, les choses qui étaient transparentes à l'origine doivent vous apparaître comme contrastées maintenant, avec voilà, avec des détails vraiment qui deviennent apparents. Ok, donc voilà, bon, ça c'est par rapport à l'illumination, donc retenez bien, hein. L'illumination de couleur, c'est l'illumination qui est le plus utilisée pour faire condenser la lumière sur les objectifs. Plus, on peut utiliser des systèmes de contraste pour améliorer donc, la perception d'échantillons transparents. Bon, maintenant, l'autre composant qui est le plus important, comme je vous disais, en dehors du condensateur de la lumière, c'est celui qui va percevoir l'objet, c'est l'objectif. Donc, à l'origine, un objectif, c'est un système donc, de lentilles convergentes qui vont être plus ou moins complexes, hein, avec une distance focale qui sera courte et qui va projeter une image agrandie et inversée de l'échantillon vers le plan focal inférieur de l'oculaire. Ce qu'on a vu avant, hein. Donc, c'est un microscope composé, vous avez donc deux lentilles, il ne faut pas oublier voilà, l'image créée par l'objectif et récupérée par l'oculaire. Donc, de sorte que l'oculaire va pouvoir percevoir, hein, ça je veux dire, hein, grossir l'image. Donc, l'objectif doit avoir la capacité de pouvoir reconstituer les différents des points du spécimen dans différents points qui correspondent dans l'image à ce qu'on appelle des antipoints, en fait. En dehors de ça, donc, il faut savoir qu'en dehors de cette fonction primaire, hein,
les objectifs sont composés à l'intérieur souvent de ce qu'on appelle un col de correction, où vous allez avoir tout un tas d'autres lentilles. En fait, vous avez la lentille la plus importante, enfin, la lentille de base qui vous permet vraiment de récupérer la lumière de l'objet et de le transformer. Mais en plus, vous allez avoir tout un tas de lentilles qui vont justement être là, en général, pour aller corriger justement des aberrations qui pourraient être dues aux propriétés un petit peu intrinsèques de la lentille, dont j'avais évoqué un petit peu avant, dont je vais reparler rapidement maintenant. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, donc ça peut être vraiment extrêmement complexe. Vous voyez, ça c'est un exemple avec énormément d'autres lentilles de correction, en fait, concaves et convexes, qui vont permettre de modifier, de corriger les problèmes d'aberration optique. Il faut aussi savoir qu'on va pouvoir d'autres types d'objectifs qui vont aussi permettre de travailler dans différents spectres lumineux ou de couleurs. Donc, on va avoir par exemple des objectifs qu'on va appeler chromatiques, qui vont permettre, par exemple, d'utiliser de la lumière UV, par exemple, pour percevoir et récolter de la lumière UV. Soit on peut avoir aussi des objectifs achromatiques, qui permettant de récupérer de la lumière blanche. Enfin, voilà, on a différents types d'objectifs. Et dans tous les cas, comme je vous disais, le problème, c'est que un objectif n'est pas parfait et différents types, il faut garder en tête qu'il y a différents types d'aberrations qui vont pouvoir être, dont on ne va pas pouvoir se défaire aussi facilement, dû aux propriétés intrinsèques des lentilles. Et donc, la première chose, premier type de problème qu'on va pouvoir rencontrer, c'est ce qu'on appelle les aberrations chromatiques. On a deux types d'aberrations, des aberrations chromatiques et des aberrations sphériques. Et les deux sont liés à la réfraction. Donc, des aberrations chromatiques, c'est tout simplement, c'est un phénomène que vous connaissez par exemple. Si vous faites partir les rayons de lumière blanche à travers un prisme, par exemple, un prisme de glace, mais comme vous devez le savoir, la lumière va se décomposer en différentes couleurs. Ça, c'est un phénomène que vous devez connaître normalement déjà. Et c'est un phénomène qui est aussi observé si vous avez de la lumière qui passe à travers une goutte d'eau, par exemple. Bon, ça, c'est le coup de l'arc-en-ciel quand il pleut. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément, donc, la réfraction de la lumière va être dépendante de la longueur d'onde de la lumière. Parce que je vous rappelle que c'est cette longueur d'onde qui va définir la couleur de votre lumière. Donc, on va avoir vraiment cette décomposition des rayons de lumière blanche en différents rayons de lumière. Le bleu-violet, les couleurs qui ont une faible longueur d'onde vont correspondre donc aux rayons de lumière qui vont être les plus diffractés, et les couleurs ayant les plus grandes longueurs d'onde vont être le moins réfractées. Donc en fait, c'est exactement ce qui va se passer lorsque la lumière va passer à travers une lentille. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le problème du coup, c'est que pour une lumière blanche qui va passer, donc potentiellement la lumière qui porte l'information de votre objet, on va avoir cette lumière les différentes composants de couleurs de cette même image vont converger sur différents plans une fois passé à travers cette lentille. Avec, vous voyez, les rayons les plus bleus qui vont converger le plus donc vers un plan focal qui sera plus proche que de la lentille, que le sera le vert et le rouge. Et donc ça veut dire, vous voyez, que pour un même point de lumière, il va apparaître à différentes distances de votre lentille. Donc ça va forcément, vous imaginez, provoquer des problèmes lorsque vous allez reconstituer votre image. Lorsque vous allez essayer de faire de focus, ça veut dire que lorsque vous allez essayer de faire le focus sur votre objet avec votre objectif, le bleu ne va pas faire un focus à la même distance que le vert et le rouge. Il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que ça, évidemment, sur un microscope simple, un petit microscope de labo, vous ne le percevez pas, parce que cette distance est très faible. Mais dès qu'on va utiliser des microscopes à plus forte résolution, donc comme certains dont on parlera par la suite, comme les microscopes confocaux par exemple, vous avez déjà, je pense, entendu parler de microscopie confocale, sinon on en parlera ensemble, qui sont des choses qui nous permettent d'aller mesurer des événements jusqu'à 200 nanomètres de distance, entre 2 points de 200 nanomètres de distance, sur des échantillons très petits, avec des agrandissements jusqu'à 1000 fois, 1000x maximum. Dans ce cas-là, ça risque de poser un problème. Donc en fait, voilà, ça c'est le premier type vraiment de problème. Le deuxième type de problème qu'on va avoir, c'est, comme je vous expliquais, comme je le nommais, des aberrations de type sphérique.
Donc là aussi dû à la réfraction. Bon, ben là, ça vient du principe tout simplement que votre lentille convexe, hein, ben le truc, c'est que l'angle à laquelle, vous voyez, ce pas des lentilles qui sont droites, hein, donc elles ont cette forme convexe, et donc forcément, euh, l'épaisseur de la lentille ne va pas être la même tout le long de la lentille, avec une partie donc plus épaisse au centre et plus fine sur les bords. Donc du coup, la quantité de la distance que la lumière va traverser à travers cette lentille va être différente. Et surtout, hein, l'angle à laquelle la lumière va frapper, donc on parle de points de lumière qui frappent plus au centre ou sur le bord, l'angle à laquelle la lumière va frapper la surface de la lentille va être différent donc, entre ces différents types de rayons lumineux. Et donc ça va faire donc, que ben, voilà, la lumière, une raie lumineuse qui frappera totalement la lentille verra ces parties de ce rayon lumineux les plus extérieures converger de manière plus importante que les parties de la lumière qui vont frapper la lentille au centre. Et donc, du coup, ben, ça va créer donc, une focalisation de la lumière qui va être différente, hein, voilà, suivant sa position par rapport, la position à laquelle elle frappe la lentille. Et donc, ça va faire que différents composants de votre image vont pouvoir être focalisés à différentes distances par rapport à l'objectif. Et donc, ça va créer forcément un effet, par exemple, typiquement de flou, hein, qui va être perçu sur le bord de votre image par rapport au centre de votre image. Encore une fois, peut-être pas percevable comme ça lorsque vous travaillez avec un petit microscope, mais ça risque de poser des problèmes lorsque vous faites des visualisations beaucoup plus résolutives, des acquisitions plus résolutives. Et donc, du coup, il va falloir devoir corriger aussi pour ces aberrations qu'on appelle donc sphériques, parce que ça fait intervenir la courbure en fait, de votre lentille. Et donc, alors là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, hein, parce que c'est plutôt complexe et ça n'a pas trop d'intérêt, mais il faut savoir voilà, que la plupart des objectifs, maintenant, possèdent, hein, donc c'est ce qui explique hein, la présence de lentilles de correction à l'intérieur de votre objectif, qui va permettre voilà, de corriger ces aberrations chromatiques ou ces aberrations sphériques. Donc là, on voit une correction typique, par exemple, hein, d'aberrations plutôt chromatiques, de lumière. Donc B c'est blue, R c'est red et G c'est green. Donc on va pouvoir utiliser voilà, différentes corrections, bon là c'est schématisé, mais qui vont permettre d'aller refocaliser, vous voyez, sélectivement chacune des couleurs au niveau du même plan, enfin pour finir à la fin, jusque la lumière blanche seulement au niveau d'un point particulier. Donc on a différents types. Alors ils n'arrivent pas à corriger tous avec la même qualité chacune des différences de position de couleur. Donc, on va avoir différents types d'objectifs, hein, plus ou moins efficaces. On va avoir des achromates, des plans achromates, des fluorites, des plans fluorites qui vont pouvoir corriger les aberrations sphériques et chromatiques de différentes couleurs, de plus ou moins de couleurs. D'accord. Donc, voilà, grosso modo, comprenez en tout cas qu'il y a ce type de problème qui peut apparaître au niveau euh, de votre objectif à prendre en considération euh, lors de la formation de l'image. OK. Et donc enfin, pour finir avec cette partie donc, vraiment plus formation de l'image, hein, on va parler d'un dernier phénomène qui est vraiment très très important, car il est même lui-même responsable en fait de la formation tout simplement de votre image. C'est un phénomène, j'en ai parlé un petit peu avant, hein, c'est le phénomène de diffraction, c'est-à-dire ce qui va résulter de l'interaction entre la lumière et votre objet. Donc c'est ça quelque part qui à la fois en fait est très important et primordial pour la formation d'une image, parce que c'est ça qui va résulter que la lumière qui va être passée à travers votre objet va être différente de la lumière qui est arrivée et qui l'avait frappé à l'origine. Euh, mais en même temps, c'est ce qui va pouvoir générer malheureusement aussi beaucoup d'artefacts qui vont poser un problème lors de la résolution de votre image, lorsque vous voulez percevoir l'aspect de votre image finale. Et donc voilà, cette diffraction, donc elle est due je vous disais, à l'interaction de la lumière avec les spécimens, avec votre spécimen, donc je l'appelle les spécimens, vous l'avez compris, votre échantillon, hein, donc, mais aussi avec d'autres objets malheureusement qui sont présents, hein, qui sont pas forcément, qui vont avoir un effet justement négatif, tels que des particules, des impuretés qui sont présentes. Donc ça va faire des interférences au niveau de la qualité, lors de la reconstitution de l'image qui vont jouer sur leur qualité, ou même des choses qui sont présentes, des détails qui sont présents, des impuretés au niveau des dommages présents au niveau de votre lentille. Donc, euh, donc en fait,
lorsque un point lumineux va frapper un objet, en fait, il va pas apparaître comme un point, en fait, mais il va apparaître comme un motif de diffraction qui va être, en fait, je peux vous le montrer ici, qui va en fait apparaître sous la forme d'un. Donc ça, c'est normalement un point, mais lorsqu'il va passer, il va être diffracté à travers votre objet, il va apparaître sous forme d'une tache centrale avec des espèces de motifs autour, une série d'anneaux décolorés. Et en fait, ça, on appelle ça un disque de Airy, en fait. D'accord. Donc, vous voyez, un point lumineux va en fait contenir, enfin, être perçu sous forme, comme je vous dis ici, voilà, vous avez plusieurs disques comme ça autour de ce point central. Et c'est ça qui va forcément jouer, vous imaginez, un effet qui ne va pas forcément être positif dans votre perception de l'image. Donc, je me répète un peu, mais l'image de l'échantillon n'est jamais une représentation exacte de cet échantillon. Et une limite, il existe une limite inférieure qui va être imposée par la formation de ce disque de Airy pour le plus petit détail de l'échantillon qui va pouvoir être résolu. Donc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si, donc ça c'est un petit peu la théorie, excusez-moi, juste une seconde, je vais demander juste une seconde. Un petit problème. Voilà, j'ai dû régler un problème de chez moi. Oui, donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu, par exemple, une lumière qui va passer. Oui, non, c'est bon, j'ai eu un petit problème, voilà, c'était normal. J'ai un problème de bruit chez moi, en fait, qui est assez perturbant. Peut-être que vous ne le percevez pas trop, mais voilà, je me suis déplacé. Donc, en fait, lorsqu'on va avoir de la lumière qui va passer, par exemple, dans un orifice, mais d'un diamètre, en fait, cette lumière qui va être inférieure à la taille de l'orifice, votre lumière va passer droite, comme ça. D'accord? Si maintenant vous avez un rayon lumineux qui va passer à travers donc un orifice cette fois-ci de taille inférieure, c'est là où les interactions en fait entre la lumière et les bords de cet orifice vont créer donc ce motif de diffraction dont je vous parlais juste avant. Et donc en fait, la lumière va être diffractée pour produire un pic central. Donc vous voyez un pic central qui est cette tâche dont on parlait précédemment. Donc c'est donc le point P qu'on voit là, contenant la majeure partie en fait de l'intensité lumineuse et qui va être accompagné en plus de maxima secondaires. Et ces maxima secondaires, c'est ça qui donne ces espèces de disques autour de votre point lumineux. Donc le premier, ici par exemple, va se produire au niveau du point Q ici. Et donc ça peut être représenté en deux dimensions sous forme en fait, donc d'une équation, donc où le sinus de θ, donc représentant donc le sinus de θ, l'angle qui existe entre le point P et les maxima Q, enfin, la première maxima et les autres donc minima d'intensité. Donc ça va correspondre à un sinus θ qui va être égal à lambda. À chaque fois, il va y avoir une période, donc qui va être égal à lambda ou moins lambda sur D. D étant en fait l'ouverture de l'orifice dont on parlait. Et c'est cette nouvelle distribution de la lumière qui va venir perturber l'image de votre système optique. Et donc, à partir de là, vous allez obtenir, donc, si chaque point va être modifié de cette manière-ci, selon cette équation,
Donc, on va avoir la notion de résolution, de pouvoir résolutif qui va apparaître, qui va donc correspondre à la distance minimale qui va exister entre deux points d'un objet et permettant de séparer ces deux points dans une image. Vous imaginez donc à partir de là, hein, donc ça c'est votre distance R. Ah, là ça a un petit peu bougé. R, normalement c'est ici. Voilà, c'est cette distance qui est ici entre deux points. Donc plus cette distance, plus deux points vont être proches l'un de l'autre, vous êtes d'accord? Plus en fait ces disques de Héry vont venir empêcher de séparer ces points l'un par rapport à l'autre. Donc R, ça correspond à votre capacité à pouvoir séparer deux points dans une image. Plus il y a d'interférences par ces disques de Héry dû à la diffraction, moins vous pouvez être capable de séparer ces points. Donc vous voulez avoir en tout cas une capacité R qui est la plus faible possible, donc parce que c'est votre capacité à pouvoir donc séparer deux points et donc arriver vraiment, lorsque vous observez une image, à différencier au mieux les détails de cette image. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui dépend, de quoi dépend donc cette diffraction, enfin, excusez-moi, ce pouvoir résolutif. Bon, il va y avoir différents, voilà, ce qui va intervenir directement, c'est la taille de ces disques de Héry et la fonction donc de distribution de ces disques de Héry vont être eux-mêmes dépendre de l'objectif, de l'ouverture du condensateur et surtout de la longueur d'onde de la lumière illuminant l'échantillon. Parce que R, la résolution, on peut l'exprimer sous cette équation qui va être égale à 1,22 que multiplie la longueur d'onde lambda sur deux fois un paramètre qu'on appelle donc l'aperture numérique. Et je vous en ai parlé précédemment, l'aperture numérique, il existe au niveau du condensateur, mais aussi au niveau de l'objectif. Et donc, voilà, par rapport à ce que je vous disais, comme je vous disais, ça va dépendre aussi de la longueur d'onde, puisque vous voyez que la longueur d'onde intervient directement dans la résolution. Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire donc que la couleur d'une lumière va pouvoir intervenir directement dans votre capacité à pouvoir séparer deux points dans une image. Et donc, du coup, et en plus, il y a un autre paramètre qui joue, c'est ce paramètre que j'ai appelé donc l'aperture numérique. Et donc ça veut dire qu'il y a une qualité, cette aperture numérique, elle va pouvoir donc changer suivant l'objectif que vous utilisez. Et donc, voilà, pas seulement le grossissement, mais une qualité intrinsèque de votre objectif, qui est donc cette aperture numérique, va être directement responsable de votre capacité à pouvoir traiter, en fait, cette diffraction de la lumière, et donc va avoir un rôle sur la résolution. Comme je dis ici, les ondes lumineuses formant l'image traversent un spécimen et entrent dans l'objectif dans un cône inversé. Donc, normalement, vous voyez, lorsque la lumière va venir frapper un objectif, elle va le faire sous forme d'un cône inversé qui va venir frapper votre lentille. Et l'aperture numérique est reliée directement à la taille des disques de Héry, donc à la capacité de résolution du système optique. Et donc, vous voyez, vos objectifs, en fait, donc, en fait, l'aperture numérique va dépendre, comme vous voyez, donc, de l'angle que forme cette lumière lorsqu'elle frappe votre objectif. De plus en plus que l'objectif est proche en fait, de votre échantillon, plus votre angle va être important. Et donc l'aperture numérique va être égale en fait à m, l'indice de réfraction en fait, que multiplie le sinus de mu, l'angle à laquelle donc que va faire la lumière lorsqu'elle va frapper donc la lentille de votre objectif. Donc, dans ce cas-là, je le répète, cette aperture numérique va correspondre à sa capacité à capter un maximum de rayons de lumière provenant de l'échantillon après son illumination, parce elle varie avec ce cône en fait, de lumière qui va pouvoir être le cône perçu, récupéré par votre objectif. En réalité, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, cette aperture numérique sera toujours indiquée sur votre objectif. Donc, lorsque vous regarderez la prochaine fois un microscope et vous regardez un petit peu votre objectif, vous verrez sa valeur de grossissement. Mais alors, je ne sais pas si c'est présent un petit peu dans les diapos que j'ai montré avant, peut-être pas. Voilà. Donc, on va voir le grossissement ici de votre objectif, mais vous allez pouvoir aussi avoir cette valeur juste après,
0,90, ça correspond à l'aperture numérique de votre objectif. Donc plus elle sera grande, plus elle sera grande, plus le R, vous êtes d'accord, sera petit. Et plus le R est petit, plus vous avez de facilité à percevoir donc, vos 2 points, enfin à différencier 2 points dans votre objet. Donc plus votre image est résolutive. C'est tout ça qu'il faut garder en tête. Donc là, vous voyez un autre exemple de l'effet de l'aperture numérique de votre objectif, donc qui varie, on est bien d'accord avec la quantité de l'angle à laquelle votre lumière est perçue par votre. Enfin, c'est l'ouverture en fait, de votre objectif ici, mais qui est liée à la quantité de lumière que vous récupérez sur votre lentille. Vous voyez, lorsqu'on a une petite aperture ici, et bien, du coup, on va obtenir des disques de Henry qui vont être plus larges. Donc des disques de Henry plus larges, comme c'est le cas ici. Enfin, donc une tâche centrale qui va être plus large, mais surtout plus une disques concentriques qui sont plus importants, ça va avoir un effet donc, qui sera plus donc de flou, donc d'impossibilité de discerner des points sur votre image, sur votre objet. Enfin, l'image de votre objet, je veux dire, que vous allez percevoir. Alors que lorsque vous avez une aperture qui est beaucoup plus grande, le disque de Henry, comme vous voyez, ainsi que sa fonction radiale va être donc moins étalée, donc disque plus petit, et dans ce cas-là, est plus fin, donc raie plus fine, et puis là, vous voyez donc une meilleure. Alors, toujours des motifs de diffraction, d'accord, mais des points qui peuvent être plus facilement séparés. Donc, ça, c'est la différence entre une aperture numérique égale à 0,20 et ici, une aperture numérique à 1,3. Donc voilà, bon, ça c'est un peu la même chose que je voulais placer aussi. Ouais. C'est que voilà, il faut savoir aussi que, comme je vous disais, l'indice de réfraction joue aussi comme je vous disais, sur l'aperture numérique. Et en fait, à partir de là, c'est pour ça que certains objectifs vont utiliser, c'est pour ça que vous avez des objectifs qui vont être à R, donc vous allez avoir juste de l'air entre votre spécimen et votre objectif, mais vous allez pouvoir aussi avoir des objectifs à eau ou des objectifs à huile. Parce que ça va jouer aussi sur l'indice de réfraction, vous êtes d'accord. Le milieu donc, dans lequel la lumière va être diffusée entre votre spécimen et votre objectif, et ça va pouvoir jouer un rôle sur la convergence des rayons lumineux, sur la quantité de rayons lumineux qui vont être capables de converger sur votre lentille, qui sera plus forte lorsque vous serez sur un milieu qui sera plus visqueux. Comme l'eau, qui dans un sens, c'est pas de la viscosité, enfin oui, qui est plus visqueux que l'air, mais surtout de l'huile, qui est plus visqueux que l'eau et que l'air. Et dans ce cas-là, ça va jouer donc encore plus sur la qualité aussi de votre aperture numérique. Donc il y avait l'angle, comme je vous disais, donc l'ouverture, mais aussi le milieu dans lequel la lumière va passer. Voilà, une immersion, ça va augmenter l'aperture numérique de votre objectif. Voilà. Donc, on va passer à autre chose pour finir, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste pour finir. Pas énormément. Oh là là. Ah ben, il va falloir que je m'arrête, c'est ça? 2 minutes. Ok, d'accord. Bah, écoutez, est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais commencer ça ou pas? Bah, je vais commencer quand même en 2 minutes, mais bon, on continuera la prochaine fois. Donc, bon, là, on va passer sur des trucs qui seront peut-être un peu plus fun, quand même pour vous, je pense, parce que là, on va parler un petit peu d'application. On va parler de fluorescence, un peu de théorie de la fluorescence, mais après, on va parler plus d'application. Alors, la fluorescence, qu'est-ce que c'est? On sait que quand les spécimens sont organiques ou pas, parce qu'il y a des minéraux qui sont fluorescents aussi, lorsqu'ils absorbent la lumière pour ensuite la réémettre, on appelle ça un processus qui est appelé donc la photoluminescence. Donc, si l'émission de lumière persiste pendant quelques secondes après que l'énergie d'excitation, c'est-à-dire une fois qu'on a excité par la lumière ce spécimen, et que voilà, on attend que la lumière continue à être émise pendant quelques secondes après, cette excitation, on va appeler ça de la phosphorescence. Alors que la fluorescence, quelque chose qui est un petit peu différent, c'est quelque chose on va avoir de la lumière qui va venir exciter une molécule qui va recracher la lumière, mais dès qu'on va stopper cette excitation, cette lumière d'excitation, l'émission de la lumière va s'arrêter directement. C'est ça qu'on appelle la fluorescence. Donc. Alors, la fluorescence, ça a été mis en avant pour la première fois par une personne qui s'appelle George Stokes. On va parler de lui, vous allez voir pour les choses. Il a donné son nom
un composant très important, enfin un paramètre très important de la fluorescence. Et c'est à une époque, ils travaillaient sur un composé qu'on appelle le fluorospar. C'est un minéral, en fait, qui avait la capacité de pouvoir exciter par la lumière UV et de retransmettre de la lumière. Donc, vous voyez, ça commençait par des minéraux, en fait. Et donc, la fluorescence, le principe de fluorescence, on peut le représenter sous forme d'un diagramme qu'on appelle un diagramme d'énergie de Jablonski. Alors, c'est quoi un diagramme de Jablonski? C'est ce qui explique un petit peu ce qui se passe en termes énergétiques lors de la fluorescence ou de la phosphorescence. Mais là, on s'intéresse à la fluorescence. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir un photon qui va frapper un fluorophore, ça va aller exciter des électrons au niveau de cette molécule fluorescente, ces électrons vont passer en état excité. Et ça, c'est un phénomène qui, en fait, est très rapide, qui se fait de l'ordre de la femtoseconde. Et donc, voilà, qui va passer ces électrons à un niveau d'énergie plus important. Et puis ensuite, on va avoir un état qu'on va appeler de relaxation, où d'abord, en fait, ces électrons vont dégringoler différents états vibrationnels pour ensuite redescendre à l'état de repos. Et ça, c'est un phénomène qui est un peu plus lent, qui prendra en fait, qui prendra un temps d'à peu près 10-12 donc secondes, de l'ordre donc de la picoseconde. Et retourne donc à un tas de basse excitation. Donc ce phénomène, comme je vous disais, on appelle ça un phénomène de relaxation, et il s'accompagne d'une émission de lumière à une longueur d'onde supérieure à la longueur d'onde d'excitation. Et très important encore une fois, et je finirai là-dessus, voilà, ce phénomène, attention, il ne faut vraiment pas confondre ça avec de la phosphorescence, il va continuer aussi longtemps que l'échantillon est illuminé. Si l'excitation cesse, le phénomène va s'arrêter. Bon, je vais vous laisser parce que là, j'ai passé le temps. Donc, voilà, écoutez, on continuera à partir de là. Donc là, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, à partir de là, peut-être que je remanierai le PowerPoint du cours pour être sûr de pouvoir faire tenir ça dans le deuxième cours. C'est toujours jamais trop évident, toujours en utilisant Zoom. Donc, d'être dans les temps, en tout cas pour moi. Donc, dans tous les cas, voilà, j'adapterai un petit peu et si jamais je remettrai un PowerPoint, un PDF un peu modifié du cours. D'accord? Et je vous mettrai aussi un peu en avance le PowerPoint du cours prochain, de toute façon. Je vous remercie. Je vous souhaite aussi de passer une agréable journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser par le forum ou directement. Vous avez mon